Le fils de 7 ans du millionnaire était disparu, jusqu'à ce que la ménagère « Inscrivez-vous à la chaîne et commentez d'où vous regardez ». Le son strident de la sirène de l'ambulance a déchiré l'air matinal de la Courneuve comme une lame aiguisée, résonnant entre les imposantes villas de la rue Jean Mourat. C'était un dimanche de mars, un de ces jours où le ciel parisien se lève avec un bleu limpide promettant une journée parfaite, mais qui se transformerait rapidement en le pire cauchemar de la famille Dupont. À l'intérieur du manoir d'architecture contemporaine, avec ses vitres teintées et ses jardins méticuleusement entretenus, le chaos s'était installé. Des voix altérées se mêlaient aux pas pressés dans les couloirs en marbre de Carrare, tandis que les téléphones portables sonnaient sans relâche, avec des appels de parents, d'amis et, inévitablement, de la presse qui flairait déjà la tragédie. « Lucas, Lucas, où es-tu, mon fils ?» Le cri désespéré de François Dupont résonnait dans la maison de 800 mètres carrés. À 42 ans, l'influent investisseur financier, connu pour ses opérations millionnaires à la Bourse de Paris et son sang-froid dans les négociations, était complètement hors de lui. Ses mains tremblaient alors qu'il fouillait chaque pièce, chaque armoire, chaque cachette possible où son fils de 7 ans aurait pu jouer à cache-cache. Mais ce n'était pas un jeu. Lucas avait disparu. La réunion de famille de la veille laissait encore ses traces dans la maison. Des verres en cristal empilés dans la cuisine gastronomique, des restes de canapés français sur des plateaux en argent et l'arôme persistant du vin de Bordeaux que le patriarche de la famille, son grand-père Henri Dupont, avait ouvert pour l'occasion spéciale. Cela devait être une célébration. Le 85e anniversaire du patriarche, un homme qui avait construit un empire, immobilier à partir de rien, et qui voyait en Lucas non seulement un petit-fils, mais le futur héritier de sa lignée. « Calme-toi, François, la police est déjà en route. » La voix de Camille Lefebvre était contrôlée, presque professionnelle. À 29 ans, l'influenceuse digitale avec plus de 2 millions de followers sur Instagram maintenait sa posture impeccable, même au milieu du désespoir. Ses cheveux blonds parfaitement coiffés contrastaient avec ses yeux bleus qui, malgré tous ses efforts pour cacher son inquiétude, montraient plus de préoccupation pour les conséquences possibles sur son image publique que pour le sort de Lucas. Elle s'était mariée avec François il y a seulement 2 ans, prenant le rôle de belle-mère, avec l'élégance froide de celle qui savait exactement ce qu'elle voulait de cette union. « Comment ça calme ?» François se tourna vers elle avec les yeux injectés de sang. « Mon fils a disparu, Camille. Mon fils de 7 ans a disparu de notre maison. » Dans un coin du salon, observant tout dans un silence absolu, Maria Dupuis gardait ses mains calleuses entrelacées sur son uniforme bleu marine. À 46 ans, elle portait sur son visage bronzé les marques du soleil brûlant du sertan de Piauí, d'où elle était partie 15 ans auparavant, à la recherche d'une vie meilleure dans la capitale. Ses yeux marrons, petits mais incroyablement observateurs, captaient chaque détail, chaque expression, chaque mot chuchoté dans les coins de la maison. Maria connaissait cette famille depuis 8 mois, depuis qu'elle avait été engagée comme femme de ménage 3 fois par semaine. Elle venait de Lyon, où elle avait élevé seule 3 enfants, après que son mari l'ait abandonnée pour tenter sa chance dans l'exploitation minière. Maintenant, avec ses enfants grands et indépendants, elle soutenait 2 petits-enfants pendant que sa plus jeune fille étudiait, et pour devenir infirmière. Chaque centime de son salaire de 120 € par jour était compté et recompté avant d'être envoyé chez elle ou dépensé pour les besoins essentiels de sa vie simple dans un appartement de 2 pièces à la Courneuve. « Madame Maria », François s'approcha d'elle, la voix enrouée, « avez-vous vu quelque chose d'étrange hier ? Quelqu'un de différent ? Lucas a-t-il dit quelque chose ?» Maria secoua lentement la tête. Mais ses yeux révélaient quelque chose de plus. Elle avait remarqué, oui, des détails que personne d'autre n'avait remarqués. La façon dont Lucas avait joué seul dans le jardin, pendant la fête, dessinant quelque chose sur le sol avec un bâton.
La façon dont il avait regardé la porte latérale de la maison, celle qui menait directement à la zone de service, avec une expression qu'elle n'avait pas pu déchiffrer à l'époque. Non, monsieur François, le garçon était tranquille, jouant, mais... Elle hésita, pesant chaque mot. Il a demandé où se trouvait la chambre de sa mère. Le silence qui s'abattit sur le salon était assourdissant. Camille se raidit imperceptiblement, tandis que François serrait les poings. La mère biologique de Lucas, Carolina, était un sujet tabou dans cette maison. Elle s'était séparée de François lorsque le garçon avait 3 ans, et depuis, il semblait qu'elle n'avait jamais existé. « Et qu'avez-vous répondu ?» La voix de François était plus rude qu'il ne l'avait prévu. « J'ai dit que je ne savais pas, monsieur François, qu'il devait demander à vous. » La sonnette retentit, interrompant la tension. C'étaient les enquêteurs de la police nationale, dirigés par le commissaire Marc Santos, un homme expérimenté de 48 ans qui avait déjà traité des dizaines de cas de disparition dans des quartiers huppés de la ville. Il savait que ces affaires impliquaient généralement beaucoup plus que ce qu'elles semblaient à la surface. Alors que les policiers commençaient leur procédure, isolant la maison comme scène de crime et interrogeant chaque personne présente, Maria Dupuis restait dans son coin, observant. Elle avait appris, au fil des décennies passées à travailler dans des maisons de famille, que les vérités les plus importantes étaient chuchotées dans les couloirs, révélées dans des regards fuyants, et cachées dans les détails que les employeurs considéraient comme insignifiants. Et il y avait quelque chose qu'elle n'avait encore raconté à personne, quelque chose qu'elle avait découvert le matin même, lorsqu'elle était arrivée pour faire le ménage après la fête. Dans la chambre de Lucas, derrière l'armoire à jouets importés, elle avait trouvé quelques papiers froissés. Des dessins faits avec des crayons de couleur, montrant ce qui semblait être des plans de la maison avec des flèches et des chemins marqués. Et dans un coin de l'un d'eux, écrit avec l'écriture tremblante d'un enfant de 7 ans, 2 mots qui avaient fait battre son cœur plus vite, « Trouver maman ». Maria avait gardé les dessins dans la poche de son uniforme, sentant le poids de la découverte comme une pierre dans sa poitrine. La mère et la grand-mère lui disaient que Lucas n'avait pas simplement disparu. Il avait fugu et avait un plan. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la disparition de Lucas, et la routine du manoir des Dupont s'était transformée en un cauchemar d'enquête interminable, de journalistes campés sur le trottoir et du bruit constant des hélicoptères de la presse survolant le quartier. Maria Dupuis maintenait sa routine de travail, arrivant ponctuellement à 8 heures du matin, mais maintenant sous le regard attentif des enquêteurs qui erraient encore sur la propriété. C'était un jeudi pluvieux, lorsqu'elle fit la découverte qui changerait complètement le cours des enquêtes. Alors qu'elle nettoyait la zone de service, quelque chose attira son attention sur le sol près de la porte latérale de la maison. Cette même porte que Lucas avait fixée pendant la fête d'anniversaire de son arrière-grand-père. « Quelle chose étrange !» murmura-t-elle pour elle-même, s'accroupissant pour examiner de plus près. Là, entre les pavés du sol, il y avait de petits grains d'une sable rougeâtre, complètement différents de la terre sombre du jardin des Dupont. Plus intrigantes encore étaient les marques presque imperceptibles de petites empreintes, de la taille d'une chaussure d'enfant numéro 32, que Lucas portait. Maria connaissait bien cette teinte de terre rouge. Elle était identique à celle qui recouvrait les routes de sa ville natale dans le Piauí, mais ici à Paris. Où Lucas aurait-il pu marcher sur quelque chose de tel? Elle garda quelques échantillons de sable dans un mouchoir en papier, poussé par un instinct qu'elle ne pouvait expliquer. « Madame Maria, ça va ?» La voix de Claude, le jardinier de 55 ans qui s'occupait des jardins de la famille depuis plus d'une décennie, la fit sursauter. C'était un homme maigre, à la peau brûlée par le soleil et aux mains éternellement sales de terre. Contrairement aux autres employés, il vivait dans une petite dépendance à l'arrière de la propriété. « Ah, monsieur Claude, vous m'avez fait peur. » Maria se leva, rangeant discrètement le mouchoir avec la terre. « Je nettoyais juste ici. Cette pluie apporte tant de saleté. » Claude s'approcha, les yeux attentifs fixés sur le sol où elle se trouvait.
terre rouge, n'est-ce pas? Étrange. Hier, j'ai vu la même chose dans le jardin de devant. Je pensais que c'était à cause des travaux chez le voisin, mais ils n'utilisent que du béton, là. Le cœur de Maria s'accéléra. Avez-vous vu? Quand cette terre est apparue, c'était juste après la fête de votre Henri. Je me souviens parce que dimanche, j'avais tout balayé correctement avant l'arrivée des invités. Claude se gratta la tête, pensif. Vous savez quoi, Madame Maria? J'ai trouvé étrange que Sébastien soit arrivé si tard ce jour-là. Sébastien était le chauffeur particulier de la famille, un homme réservé de 60 ans qui conduisait pour les Dupont depuis 8 ans. Toujours ponctuel, toujours discret. Il connaissait chaque rue de Paris comme sa poche. Comment ça tard? Maria essaya de garder sa voix décontractée, mais son cœur battait la chamade. Il arrive toujours à 7 heures du matin les jours de fête, pour aider à la préparation. Mais ce dimanche, il n'est arrivé qu'après 10 heures. Il a dit qu'il avait eu un problème avec la voiture, mais sa Mercedes était toute propre, sans aucune rayure. Maria sentit un frisson dans le dos. À 10 heures du matin, ce dimanche, Lucas avait déjà été découvert comme disparu. La fête s'était terminée la nuit précédente, et le matin, François avait remarqué que son fils n'était pas dans sa chambre. Si Sébastien était arrivé tard justement ce matin-là, « Monsieur, Claude !» Elle baissa la voix. « Pensez-vous que quelque chose d'étrange aurait pu se produire ?» Le jardinier regarda autour de lui, s'assurant qu'ils étaient seuls. La pluie frappait fort contre les fenêtres de la maison, créant un rideau sonore qui les protégeait des oreilles indiscrètes. « Écoutez, Madame Maria, je travaille dans cette maison depuis longtemps. J'ai vu beaucoup de choses qui... Eh bien, je ne devrais pas en parler. Mais cette nuit-là, à la fête, j'ai entendu Sébastien parler au téléphone là dans le garage. Il parlait doucement, mais j'ai pu entendre quelques mots. Il parlait de « prendre le garçon » dans un endroit sûr. Maria sentit ses jambes fléchir. « Vous en êtes sûr? » »« Oui, je le suis. » Et il y avait d'autres personnes impliquées dans la conversation. D'après ce que j'ai compris, ce n'était pas seulement lui. Quand il m'a vu m'approcher, il a rapidement raccroché et a inventé une excuse quelconque. À ce moment-là, la voix stridente de Camille résonna dans la maison. « Maria, Maria, où es-tu? J'ai besoin que tu nettoies la bibliothèque aujourd'hui. » Maria échangea un rapide regard avec Claude avant de se diriger vers l'intérieur de la maison. La bibliothèque des Dupont était l'une des pièces les plus impressionnantes du manoir. Une salle avec un plafond haut, des étagères en chêne allant du sol au plafond et une collection de plus de 3000 livres. Il y avait aussi une échelle en bois coulissante et des fauteuils en cuir importés où le patriarche Henri avait l'habitude de lire ses journaux financiers. « La police a terminé l'inspection ici, hier », expliqua Camille, en ajustant ses cheveux blonds. « Ils ont fait un terrible désordre. J'ai besoin que tu réorganises tout avant que mon père n'arrive pour le dîner. » Alors que Camille s'éloignait, Maria commença son travail méticuleux. C'était toujours ainsi qu'elle aimait nettoyer, avec attention aux détails, observant tout. Et c'est ainsi qu'elle remarqua quelque chose que les enquêteurs avaient apparemment manqué. Entre les livres d'économie et de gestion, il y avait un petit espace vide sur l'étagère, à hauteur des yeux d'un enfant. C'était exactement l'endroit où se trouvait un atlas illustré pour enfants que Lucas adorait feuilleter. Maria se souvenait parfaitement. Aux rares fois où elle avait nettoyé la bibliothèque avec le garçon à proximité, il prenait toujours ce livre pour voir les cartes colorées. « Où est passé ce livre ?» pensa-t-elle à voix haute, passant ses doigts sur l'espace vide. C'est alors qu'elle entendit des pas lourds s'approcher. C'était le vieux Henri Dupont, âgé de 85 ans, s'appuyant sur sa canne en ivoire. Malgré son âge avancé, ses yeux bleus gardaient la perspicacité qui en avait fait l'un des entrepreneurs les plus respectés et redoutés du secteur immobilier parisien. « Maria, n'est-ce pas ?» Sa voix était grave, autoritaire. « Comment va le travail ?»« Bien, monsieur Henri, je ne fais que organisant les livres que la police avait touchés. » Le patriarche s'approcha de l'étagère, ses yeux parcourant les volumes avec familiarité.
Lorsqu'il atteignit l'espace vide, il fronça les sourcils épais. « Où est l'Atlas qui était ici ?»« Je ne sais pas, monsieur Henry. Quand je suis arrivé, il manquait déjà. » Pendant un bref instant, Maria vit quelque chose passer dans les yeux du vieux, une ombre de peur, préoccupation. Mais c'était si rapide qu'elle pensa presque l'avoir imaginé. « Ce livre », murmura Henry, plus pour lui-même que pour elle. Lucas demandait toujours des endroits où sa mère pourrait être. Les mots échappèrent des lèvres du vieux comme s'ils étaient une pensée trop forte, et il se reprit immédiatement, retrouvant sa posture rigide habituelle. « Continuez votre travail, dit-il sèchement, se retournant pour partir. Mais Maria avait entendu. Et maintenant, rassemblant les pièces, la terre rouge, le retard de Gérard, l'Atlas disparu, et ces dessins qu'elle gardait encore cachés chez elle, elle commençait à former une théorie qui la rendait de plus en plus inquiète. Lucas n'avait pas été enlevé. Il avait fui, et quelqu'un l'avait aidé. Le mois d'avril arriva avec les premières pluies intenses de l'automne parisien, et avec elles, un changement perceptible dans le comportement de la famille Dupont. Maria Dupuis le remarquait dans des détails que seule une personne habituée à vivre entre les lignes pouvait saisir. La façon dont François évitait de la regarder directement pendant ses instructions de nettoyage, la manière dont Camille vérifiait obsessivement ses abonnés sur les réseaux sociaux toutes les 5 minutes, et surtout l'irritabilité croissante du patriarche Henri. C'était un vendredi gris, lorsque Maria décida de recourir aux enseignements qu'elle avait apportés de sa terre natale. Dans le Piauí, sa grand-mère Raymunda disait toujours que quand les mots se cachent, les plantes révèlent la vérité. Ce n'était pas de la superstition, c'était une forme ancestrale de briser les barrières que les gens élevaient autour de leurs secrets. Pendant l'heure du déjeuner, lorsque la famille se retirait pour vaquer à ses occupations, Maria prépara une tisane de mélisse avec de la camomille dans la cuisine des employés. La combinaison spécifique avait un effet relaxant qui libérait la langue des gens, quelque chose que sa grand-mère lui avait appris quand elle était encore une petite fille, aidant aux accouchements de la ville. « Monsieur Claude » appela le jardinier qui déjeunait avec son plat à emporter dans le jardin arrière. « Acceptez-vous une tasse de thé? Il fait un froid de canard. » Claude accepta avec gratitude, et bientôt Gérard les rejoignit. Le chauffeur semblait encore plus taciturne que d'habitude, ses yeux sombres évitant le contact direct. À 60 ans, il avait l'apparence typique de ceux qui avaient passé toute leur vie dans le trafic parisien, épaules courbées, mains marquées par le volant et une expression constamment préoccupée. « Comment gérez-vous toute cette situation ?» demanda Maria doucement, servant le thé dans de simples tasses en porcelaine blanche. « C'est difficile, Madame Maria, » soupira Claude. « La maison n'est plus la même. Personne ne sourit, personne ne parle. C'est juste enquête, question, téléphone qui sonne. » Gérard prit une longue gorgée de thé et Maria remarqua comment ses mains tremblaient légèrement. C'était le signal qu'elle attendait. « Monsieur Gérard, vous qui connaissez Paris par cœur, à votre avis, où un enfant de 7 ans pourrait-il se cacher si longtemps ?» Le chauffeur faillit s'étouffer avec le thé. « Comment ça, Madame Maria ?»« Ah, je me demande, un enfant de cet âge, seul, comment pourrait-il survivre? Où trouverait-il de la nourriture, un abri ?» Maria maintenait sa voix douce, maternelle. « Vous avez emmené Lucas dans de nombreux endroits, n'est-ce pas? Il connaît bien la ville? » « Non, non. » Gérard secoua vigoureusement la tête. « Le garçon ne sort presque jamais de chez lui, juste l'école, le médecin, ces choses-là, et toujours accompagné. » « Mais il était curieux, n'est-ce pas? Toujours en train de poser des questions sur les endroits où il passait. » Claude acquiesça. « C'est vrai, Madame Maria. Quand je travaillais dans le jardin, il voulait toujours savoir d'où venaient les plantes, s'il y en avait dans d'autres endroits. Et à propos des gens, murmura Gérard presque inaudiblement, mais Maria capta chaque mot. Il posait toujours des questions sur les gens. Le jardinier et la femme de ménage se tournèrent vers le chauffeur, qui réalisa qu'il avait trop parlé. Le thé faisait son effet.
Quel genre de question, monsieur Gérard? Insista Maria gentiment. Oh, des bêtises d'enfant! Il demandait si je savais où sa mère habitait, si j'avais déjà vu quelqu'un dans la rue. Gérard passa la main sur son visage fatigué. Je disais toujours que je ne savais pas, parce que je ne sais vraiment pas. Mais le garçon insistait, disant que quand il serait grand, il irait la chercher. Maria sentit son cœur s'accélérer, mais garda une expression sereine. Et comment lui répondiez-vous? Je lui disais de ne pas penser à ça, que son père s'occupait bien de lui, que sa famille était là. La voix de Gérard se brisa. Mais ces derniers temps, il est devenu plus insistant. Il m'a même demandé si je savais lire les adresses des hôpitaux. Hôpital. Claude fronça les sourcils. Oui, il avait entendu quelque part que sa mère travaillait dans un hôpital. Il a demandé si, quand nous passerions devant un hôpital dans la rue, je pouvais m'arrêter pour qu'il puisse voir. Maria dissimula son excitation en sirotant le thé. Caroline, la mère de Lucas, était infirmière. L'information correspondait parfaitement à ce qu'elle avait découvert en écoutant des conversations chuchotées entre les employés d'autres maisons du quartier. « Et vous vous arrêtiez » demanda-t-elle naturellement. Gérard resta silencieux un long moment, luttant visiblement avec quelque chose d'intérieur. Le thé continuait de faire son travail, relaxant ses défenses. Une fois, juste une fois, je me suis arrêté. Sa voix sortit presque comme un murmure. C'était dans un hôpital dans le sud. Le garçon regardait par la fenêtre de la voiture, cherchant je ne sais quoi. Il est resté 10 minutes juste à regarder. Quel hôpital, monsieur Gérard? Maria essaya de garder une voix décontractée, mais son cœur battait la chamade. Hôpital municipal de la Villette. C'est loin d'ici, dans le sud. Le garçon a dit qu'il avait rêvé de cet endroit. Claude secoua la tête confus. Comment pouvait-il rêver d'un endroit qu'il n'avait jamais vu? Je ne sais pas. Les enfants ont des imaginations. Gérard termina. Votre thé d'une seule gorgée, mais après cela, il est devenu différent. Plus silencieux, plus déterminé, vous savez, comme s'il avait découvert quelque chose d'important. Madame Dupuis absorba chaque mot, chaque détail. L'hôpital municipal de la Villette se trouvait à plus de 30 kilomètres de Montmartre. Comment Lucas aurait-il pu rêver d'un endroit spécifique où, possiblement, sa mère travaillait? Madame Dupuis, Claude interrompit ses pensées. Pensez-vous que le garçon a pu essayer de retrouver sa mère? Avant qu'elle ne puisse répondre, la voix autoritaire d'Henri Dupont résonna dans la cour. « Gérard, nous devons partir, maintenant !» Le chauffeur se leva rapidement, clairement soulagé d'avoir une excuse pour mettre fin à la conversation. Mais Maria n'avait pas terminé ses investigations. Ce soir-là, dans son petit appartement, à la pile Courneuve, elle étala sur la table de la cuisine tous les éléments qu'elle avait collectés. Les dessins de Lucas avec les chemins marqués, l'échantillon de terre rouge enveloppé dans le linge, et maintenant, l'information sur l'hôpital municipal de la Villette. Elle prit son vieux téléphone et tapa l'adresse de l'hôpital sur Google Maps. L'itinéraire qui apparut à l'écran la laissa sans voix. Pour y arriver en partant de Montmartre, il serait nécessaire de passer par la périphérique où il y avait un grand chantier de viaduc en construction. Un chantier qui utilisait exactement le type de terre rouge qu'elle avait trouvé dans la zone de service de la maison des Dupont. « Mon Dieu !» murmura-t-elle pour elle-même, « le garçon a fait ce chemin. » Mais un enfant de 7 ans ne pourrait pas parcourir cette distance seul. Quelqu'un l'avait emmené là-bas. Quelqu'un qui savait exactement où trouver Carolina. Et d'après les mots de Gérard, ce quelqu'un pourrait être la personne même en qui la famille avait le plus confiance. Maria rangea tout à nouveau, mais maintenant avec un poids différent dans la poitrine. Ce n'était plus seulement un soupçon, c'était presque une certitude. Et elle devait décider quoi faire avec cette information qui pourrait détruire non seulement sa source de revenus, mais potentiellement mettre sa propre vie en danger. Parce que si ses soupçons étaient corrects, il y avait beaucoup plus de gens impliqués dans la disparition de Lucas
que n'importe quelle enquête officielle ne pourrait l'imaginer. Le jour férié du 21 avril arriva avec un soleil radieux qui contrastait drastiquement avec l'atmosphère sombre qui planait sur la famille Dupont. Par tradition, tout le monde se dirigerait vers la ferme à Giverny, une propriété de 200 hectares qui appartenait à la famille depuis 3 générations. C'était un refuge où Henri avait l'habitude de rassembler enfants, petits-enfants et proches pour des moments de détente, mais cette année, le voyage avait des allures de fuite face à la pression médiatique entourant le cas de la disparition de Lucas. Maria Dupuis avait été invitée à accompagner la famille, une situation inédite qui la rendait méfiante. Camille justifiait en disant qu'elle aurait besoin d'aide supplémentaire pour le nettoyage de la maison de la ferme. Mais Maria soupçonnait qu'il y avait d'autres raisons. Peut-être voulait-il la garder sous surveillance, loin de Paris et de possibles contacts avec la presse. Le voyage dura 4 heures, Gérard conduisant, la sprinter noire de la famille dans un silence de mort. François regardait par la fenêtre avec une expression vide, tandis que Camille postait des stories mélancoliques sur ses réseaux sociaux, prenant soin de maintenir l'image d'épouse dévouée au milieu de la tragédie familiale. La ferme Sainte-Rita était un spectacle à part. Maison coloniale restaurée, chapelle privée, piscine olympique, cours de tennis et une vue imprenable sur la vallée qui s'étendait jusqu'à l'horizon. C'était là que la famille Dupont avait l'habitude de démontrer son pouvoir et sa tradition, recevant des politiciens, des entrepreneurs et des personnalités de la haute société, parisienne. « Maria, tu resteras dans le logement des employés », informa Camille, en désignant une construction plus petite près de la maison principale. « Demain, nous commencerons le nettoyage tôt. » Mais c'est justement en étant logés séparément que Maria put observer la famille lorsqu'ils pensaient être seuls. De la fenêtre de sa chambre simple, elle avait une vue privilégiée sur la terrasse où les Dupont se réunissaient pour leur repas. Lors de la première nuit, pendant le dîner aux chandelles, elle assista à une discussion qui changerait complètement sa perspective sur le cas. « Papa, nous ne pouvons pas continuer à faire semblant. Et que tout est normal. » La voix de François était altérée, étouffée par le whisky qu'il avait consommé depuis leur arrivée. « Cela fait plus d'1 mois que Lucas a disparu. La police n'a pas de piste, la presse nous détruit. » « Baisse la voix, François. » La réponse sèche d'Henri coupa l'air de la nuit comme une lame. « Les murs ont des oreilles, même ici. »« Des oreilles de qui, papa ? De Maria. Elle n'est qu'une femme de ménage qui pourrait enregistrer nos conversations pour les vendre à un journaliste. » Henri frappa le sol en bois avec sa canne. « Vous pensez que j'ai atteint 85 ans en étant naïf ?» Maria sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il la soupçonnait, vraiment. « Henri, mon amour », Camille s'immisça dans la conversation avec sa voix douce et calculée. « Peut-être est-il temps de considérer d'autres possibilités. » « Quelles possibilités ?» François se tourna vers sa femme avec les yeux injectés. « Eh bien, » Camille hésita, comme si elle marchait sur des œufs. Et si Lucas était vraiment allé retrouver Carolina? Et s'il avait réussi à la rejoindre? Le silence qui suivit fut assourdissant. Maria retint son souffle, collé à la fenêtre. « C'est impossible. » François secoua vigoureusement la tête. « C'est un enfant de 7 ans. Comment pourrait-il se rendre dans le sud tout seul ?»« Pas seul. » La voix d'Henri résonna grave et dangereuse. « Quelqu'un l'a aidé. La question est, qui ? Papa, pensez-vous que quelqu'un de la maison... » « Je ne pense rien, François. Je sais. » Henri se leva, s'appuyant lourdement sur sa canne. « Depuis des années, je remarque des comportements étranges, des conversations interrompues quand je m'approche, des regards échangés, de petits mensonges. » Maria sentit ses jambes fléchir. Le vieux savait quelque chose. « Gérard travaille pour notre famille depuis 8 ans, » continua Henri, commençant à marcher d'un côté à l'autre sur la terrasse. Il connaît chaque rue de Paris, a un accès total à la maison et surtout, il a toujours eu un lien spécial avec le Lucas.
Père, vous insinuez que Gérard... Je n'insinue rien, j'affirme. Henri s'arrêta et fixa son fils. Le dimanche de mon anniversaire, Gérard est arrivé 3 heures en retard. Il a dit qu'il avait eu un problème avec la voiture, mais il n'y avait rien de mal avec la Mercedes. Nous avons vérifié après. Camille s'immisça à nouveau. Mais pourquoi ferait-il cela? Quel serait le motif? Mais de l'argent, répondit Henri, sans hésiter. Caroline a peut-être offert de l'argent pour qu'il amène l'enfant, ou du chantage. Elle a toujours été rusée, cette femme. François enfouit son visage dans ses mains. Père, si c'est vrai, si Lucas est avec Caroline, alors nous aurons un problème bien plus grand qu'une simple disparition, conclut Henri froidement. Nous aurons une guerre pour la garde, et Caroline connaît des secrets sur notre famille qui pourraient nous détruire. Maria sentit le monde tourner autour d'elle. Quel secret était-il? Que savait Caroline qui rendait sa présence si menaçante pour les Dupont? La conversation fut interrompue par l'arrivée de Gérard, qui s'approcha de la terrasse avec des pas hésitants. « Excusez-moi, monsieur Henri, vous m'avez fait appeler. » Le patriarche étudia le chauffeur pendant de longues secondes avant de répondre. « Gérard, depuis combien d'années travailles-tu pour notre famille? » 8 ans, monsieur Henri. Et pendant toutes ces années, tu as toujours été loyal, discret, fiable. Toujours, monsieur. Alors explique-moi. La voix d'Henri devint glaciale. Pourquoi le jour de mon anniversaire es-tu arrivé 3 heures en retard, mentant sur des problèmes de voiture? Gérard pâlit visiblement, même dans la pénombre de la nuit. Ses mains commencèrent à trembler. J'ai eu un contretemps, monsieur Henri, une affaire personnelle. Quel genre d'affaire personnelle? Le chauffeur regarda nerveusement François et Camille avant de répondre. Ma sœur a eu un problème de santé. J'ai dû l'emmener à l'hôpital. Intéressant. Henri sourit froidement. Parce que j'ai appelé ta sœur hier. Elle allait très bien et a dit qu'elle n'avait eu aucun problème de santé récemment. Le silence qui s'abattit sur la terrasse était si dense que Maria pouvait l'entendre depuis sa fenêtre. Gérard était acculé. « Monsieur Henri, je peux expliquer. Tu peux vraiment, et tu vas. Expliquer, mais pas ici. » Henri frappa à nouveau le sol avec sa canne. « Demain, quand nous retournerons à Paris, tu accompagneras François au commissariat et tu diras au commissaire Santos exactement où tu as emmené mon arrière-petit-fils. »« Père !» François tenta d'intervenir. « Pas de discussion !» Henri explosa. « Assez de mensonges, assez de jeux. Je veux mon arrière-petit-fils de retour, même si je dois détruire la moitié de Paris pour le retrouver. » Gérard s'éloigna la tête basse et Maria le vit passer sous sa fenêtre, les épaules courbées par la défaite. Mais il y avait quelque chose dans son expression qui l'intriguait. Ce n'était pas de la culpabilité ou de la peur. C'était du soulagement. Cette nuit-là, Maria eut à peine sommeil. Les pièces du puzzle commençaient enfin à s'emboîter, mais le tableau final était bien plus complexe et dangereux qu'elle ne l'avait imaginé. Si Gérard avait réellement aidé Lucas à trouver Caroline, cela signifiait que l'enfant était vivant et en sécurité. Mais cela signifiait aussi qu'une guerre familiale était sur le point d'éclater, et elle était en plein milieu du champ de bataille. Et il y avait encore une question qui la tourmentait. Quel secret Caroline connaissait-elle sur la famille Dupont? Des secrets suffisamment graves pour qu'Henri préfère faire semblant que son propre arrière-petit-fils avait été enlevé plutôt que d'admettre qu'il pouvait être avec sa mère biologique. Le retour à Paris le lundi fut tendu comme un fil de rasoir. Gérard conduisait dans un silence absolu, ses mains agrippées au volant comme si c'était la seule chose qui le maintenait debout. À l'arrière, François fixait la fenêtre, tandis que Camille faisait semblant de dormir. Mais Maria remarquait ses yeux entr'ouverts, observant chaque mouvement du chauffeur dans le rétroviseur. Henri était resté à la ferme pour se reposer. Mais Maria savait que la véritable raison était stratégique. Le patriarche donnait du temps à François et à la police pour interroger Gérard sans sa présence intimidante,
calculant chaque mouvement comme un coup d'échec. De retour à la routine du manoir, Maria remarqua que l'atmosphère avait complètement changé. Il y avait une tension palpable dans l'air, comme si tout le monde attendait qu'une bombe explose. Et c'est dans ce climat de nervosité qu'elle fit sa découverte la plus frappante. C'était un mercredi de mai, lorsque Camille l'appela pour une tâche inhabituelle, organiser et nettoyer le bureau de François, quelque chose qui était normalement fait par la secrétaire particulière. L'environnement était imposant. Un bureau en acajou massif, des étagères remplies de livres sur les finances, des diplômes encadrés au mur et une vue panoramique du quartier à travers des fenêtres du sol au plafond. « J'ai besoin que tu nettoies tout très bien », instruisit Camille, nerveuse. « Surtout, organise les papiers sur le bureau. C'est en désordre depuis que… » Elle ne termina pas sa phrase, mais toutes deux savaient à quoi elle faisait référence. Seule dans le bureau, Maria commença son travail méticuleux. En déplaçant une pile de contrats, elle vit quelque chose qui fit battre son cœur plus vite. Une tablette bleue pour enfants à moitié cachée parmi des documents financiers. C'était l'iPad de Lucas. Jetant un coup d'œil rapide à la porte pour s'assurer qu'elle était seule, Maria alluma l'appareil. L'écran s'illumina montrant des jeux éducatifs, des dessins animés et dans l'historique du navigateur, une série de recherches qui lui coupèrent le souffle. Hôpital de la Villette infirmière. Comment trouver des personnes travaillant à l'hôpital, mère infirmière Caroline Santos, bus Montmartre pour le Sud. Un enfant peut-il marcher seul dans la rue? Les recherches étaient datées des jours précédant la disparition. Lucas n'avait pas seulement planifié sa fuite, il avait minutieusement recherché comment l'exécuter. Mais le plus impressionnant était que les recherches révélaient des détails spécifiques sur Caroline qu'un enfant de 7 ans ne devrait pas connaître, à moins que quelqu'un ne lui ait fourni ces informations. Maria photographia discrètement les écrans avec son vieux téléphone, les mains tremblant de nervosité. Elle était sur le point de remettre la tablette à sa place lorsqu'elle entendit des pas s'approcher. Rapidement, elle cacha l'appareil parmi les papiers à nouveau et reprit le nettoyage du bureau, avec une naturelle forcée. « Comment va le travail ?» François apparut à la porte, l'expression chargée de fatigue et d'anxiété. « Bien, monsieur François, je suis juste en train d'organiser les papiers comme madame Camille a demandé. » François s'approcha de la table, ses yeux passant rapidement sur les documents. Un instant, Maria pensa qu'il remarquerait la tablette hors de place, mais il était clairement concentré sur d'autres préoccupations. « Maria, dit-il soudain, je peux vous faire confiance. » La question la prit au dépourvu. « Bien sûr, monsieur François. »« Non, je ne parle pas seulement du travail, je parle de tout ce qui se passe. » Il gesticula vaguement. « Mon père pense que quelqu'un dans la maison a aidé Lucas à s'enfuir. Pensez-vous que c'est possible ?» Maria choisit chaque mot avec soin. « Monsieur François, Lucas était un enfant très intelligent. Toujours en train de poser des questions, toujours en train d'observer. Il est possible qu'il ait découvert des choses par lui-même. » « Quel genre de choses ?»« Eh bien... » Elle hésita. Il demandait toujours des nouvelles de sa mère, à nous tous. Peut-être a-t-il rassemblé des informations de différentes sources. François ferma les yeux, passant ses mains sur son visage. Carolina, ce n'était pas une mauvaise personne, vous savez. Elle était juste compliquée. Elle venait d'une famille modeste, travaillait dur, voulait donner de la stabilité à Lucas. Alors, pourquoi est-elle partie? La question échappa à Maria avant qu'elle puisse se retenir. François la regarda avec surprise, comme s'il se demandait s'il devait répondre. « Mon père pensait qu'elle n'était pas convenable pour notre famille. Il a dit qu'elle voulait notre argent, qu'elle utilisait Lucas pour en profiter. » François s'assit lourdement dans le fauteuil en cuir. « Mais je savais que ce n'était pas vrai. Carolina aimait Lucas plus que sa propre vie. Et pourtant, elle est partie. Mon père peut être très persuasif quand il le veut. Il lui a offert une somme pour qu'elle s'éloigne, à condition qu'elle ne tente plus jamais de contact. Il a dit que si elle aimait vraiment Lucas,
Elle le laisserait avoir une vie meilleure, avec de meilleures opportunités. Maria ressentit une pointe d'indignation, mais garda une expression neutre. Et elle a accepté. Au début, non. Mais mon père a des avocats très compétents. Ils l'ont menacée de poursuite, de lui retirer la garde, en alléguant qu'elle n'avait pas les moyens financiers d'élever un enfant correctement. François soupira profondément. Carolina était jeune, elle travaillait dans 3 emplois pour subvenir à ses besoins. Elle n'avait pas les moyens de lutter contre nos ressources. La révélation frappa Maria comme un coup au ventre. Henri avait fait chanter Carolina, utilisant le système judiciaire et son influence pour l'éloigner de son propre fils. Et Lucas avait découvert cela d'une manière ou d'une autre. « Monsieur François, » dit Maria avec précaution, « et si Lucas le savait? Et s'il avait découvert que sa mère ne l'avait pas abandonné ?» François la regarda avec des yeux écarquillés, comme si la possibilité ne lui était jamais venue à l'esprit. Vous pensez que quelqu'un lui a dit, avant que Maria puisse répondre, la voix stridente de Camille résonna dans le couloir. « François, la police est arrivée. Ils veulent te parler au sujet de Gérard. » François se leva rapidement et sortit du bureau, laissant Maria seule à nouveau. Mais maintenant, elle avait beaucoup plus que des soupçons. Elle avait des preuves concrètes que Lucas avait planifié sa fuite et des informations qui expliquaient ses motivations. Déterminée à en savoir plus, elle se dirigea vers la bibliothèque. Si Lucas avait recherché des informations sur sa mère sur la tablette, il avait peut-être laissé d'autres traces dans la maison. En fouillant soigneusement parmi les livres, elle trouva quelque chose qui faillit lui faire pousser un cri. Entre les pages d'un volume sur la géographie du Brésil, il y avait 3 lettres manuscrites. C'étaient des lettres de Carolina à Lucas, jamais remises. Datées au cours des 2 dernières années, chacune d'elles exprimait l'amour désespéré d'une mère pour l'enfant qu'elle avait été forcée d'abandonner. « Mon cher Lucas, aujourd'hui tu as eu 6 ans, et je n'ai pas pu être là pour te chanter joyeux anniversaire. Je travaille à l'hôpital de la Villette maintenant, prenant soin d'autres enfants et pensant à toi tous les jours. Lucas, mon amour, j'espère qu'un jour tu comprendras que je n'ai jamais voulu partir. Ton grand-père a dit que ce serait mieux pour toi, que je ne ferais que perturber tes études et ton avenir. Fils de mon cœur, j'ai découvert ton adresse et je viens laisser ces lettres en espérant que quelqu'un les remette à toi. Je veux que tu saches que je n'ai jamais cessé de t'aimer, pas une seconde. » Les lettres avaient été interceptées. Quelqu'un dans la maison des Dupont les recevait et les cachait, empêchant qu'elles n'atteignent Lucas. Mais d'une manière ou d'une autre, le garçon les avait trouvées. Maria photographia chaque lettre avec des mains tremblantes. Maintenant, elle comprenait tout. Lucas n'avait pas seulement découvert où sa mère travaillait. Il avait lu ses lettres d'amour et de désespoir, avait compris qu'il avait été séparé d'elle de force et avait décidé qu'il était temps d'agir. Et quelqu'un dans la maison des Dupont, quelqu'un qui avait accès aux lettres et connaissait la vérité, avait décidé de l'aider à retrouver Carolina. La question qui restait était « Qui et pourquoi ?» Le mois de mai touchait à sa fin lorsque la bombe explosa enfin. C'était un vendredi nuageux, de ceux qui annoncent une tempête, lorsque Maria arriva pour travailler et trouva la maison des Dupont en complet émoi. Des voitures de police étaient garées à l'entrée, et elle put voir à travers les fenêtres plusieurs enquêteurs parlant intensément avec François dans le bureau. Maria, Camille, l'intercepta avant même qu'elle puisse ranger son sac. « Nous devons parler, maintenant. » L'influenceuse la conduisit jusqu'au salon, où Henri était assis dans son fauteuil en cuir, avec l'expression la plus sombre que Maria ait jamais vue en 8 mois de travail là-bas. Le patriarche l'étudia avec des yeux perçants, comme un juge évaluant un accusé. « Asseyez-vous, » ordonna-t-il, en désignant le canapé devant lui. Maria obéit, sentant son cœur s'emballer. Ses mains transpiraient alors qu'elle essayait de garder une apparence calme, mais intérieurement, une voix criait que son enquête avait été découverte. Maria Dupuis. Henri prononça son nom complet avec une solennité effrayante.
46 ans, originaire de Lyon. 3 enfants, 2 petits-enfants. Elle travaille dans notre maison depuis 8 mois. Oui, monsieur, répondit-elle d'une voix ferme, malgré le stress. Hier soir, continua Henri, nous avons reçu un appel anonyme. Une personne a dit avoir des informations sur le lieu où se trouve Lucas. Des informations que seule une personne de cette maison pourrait avoir. Maria sentit son sang se glacer dans ses veines. Comment ça, monsieur Henri? Quelqu'un a fuité à la presse que nous enquêtions sur Gérard. L'information est apparue dans le journal en ligne Le Parisien, avec des détails spécifiques sur nos interrogatoires privés. Camille s'immisça dans la conversation, sa voix chargée d'accusations. Des détails que nous seuls et les employés de la maison connaissions. Et vous, Henri fixa son regard dans le sien, vous êtes la seule nouvelle employée, la seule qui n'a pas passé nos filtres de sécurité les plus rigoureux. Maria sentit ses jambes fléchir, mais elle se força à garder une posture droite. Monsieur Henri, je n'ai jamais parlé à aucun journaliste. Je ne sais même pas comment parler à ces gens. Êtes-vous sûr? La question était chargée de menaces, parce que nous savons que vous avez un téléphone portable. Et nous savons que des personnes dans votre situation financière sont parfois tentées par des offres d'argent faciles. L'accusation était comme une gifle au visage. Maria sentit l'indignation brûler dans sa poitrine, mais elle savait qu'une réaction émotionnelle pourrait être interprétée comme de la culpabilité. Monsieur Henri, je jure sur la vie de mes petits-enfants que je n'ai jamais dit quoi que ce soit à personne. Mon travail ici est sacré pour moi. Alors comment expliquez-vous cela? Camille lui montra une photo sur son téléphone. C'était une image d'elle en train de discuter avec Claude et Gérard dans le jardin, apparemment prise par l'une des caméras de sécurité de la maison. Vous trois, toujours en train de... et parler en secret, toujours en train de vous arrêter quand quelqu'un s'approche. Nous ne parlons que de choses du quotidien, se défendit Maria. Mais elle réalisait que ses explications sonnaient faibles, même à ses propres oreilles. Maria, la voix de François résonna dans la pièce lorsqu'il entra, suivi du commissaire Santos. Le commissaire a quelques questions à vous poser. Le commissaire Marc Santos était un homme expérimenté, âgé de 48 ans, qui avait tout vu au cours de ses 20 ans de carrière. Il étudia Maria avec des yeux professionnels avant de s'asseoir. Madame Dupuis, je vais être direct avec vous. Nous avons trouvé des preuves que quelqu'un dans cette maison a été en contact avec des journalistes. Des traces d'appels, des messages. Avez-vous quelque chose à nous dire? Je n'ai rien, commissaire. Je travaille juste ici. Je m'occupe du ménage. Et je pars. Vous n'avez jamais entendu de conversation sur le lieu où se trouve Lucas? Vous n'avez jamais vu quelque chose de suspect? Maria hésita une fraction de seconde. C'était sa chance de tout dire, sur la tablette, les lettres, les recherches de Lucas, mais quelque chose la faisait hésiter. Si elle révélait ce qu'elle avait découvert, elle prouverait son innocence concernant la fuite, mais elle exposerait aussi des secrets qui pourraient avoir des conséquences imprévisibles. Commissaire, ce que j'ai entendu, ce sont seulement des conversations sur l'inquiétude pour le garçon. Tout le monde ici souffre. L'interrogatoire continua pendant 1 heure de plus, avec des questions répétitives et des tentatives de la faire se contredire. Mais Maria maintint sa version, soutenue par la vérité qu'elle n'avait effectivement parlé à aucun journaliste. Lorsque le commissaire se retira finalement sans trouver de preuves contre elle, Henri s'adressa à Maria avec une proposition qui la prit complètement au dépourvu. « Maria, faisons un test. » « Quel genre de test, monsieur Henri? Vous allez continuer à travailler ici normalement, mais maintenant, vous serez nos yeux et nos oreilles. Je veux que vous observiez tout, notiez tout, et rapportiez directement à moi tout ce qui vous semble suspect. » La proposition était un piège parfait. Si elle acceptait, elle deviendrait une espionne contre ses propres collègues de travail. Si elle refusait, elle confirmerait les soupçons sur sa loyauté. Je ne comprends pas très bien, monsieur Henri. C'est simple. Quelqu'un dans cette maison a aidé mon arrière-petit-fils à fuir. Quelqu'un sabote notre famille. Et vous allez nous aider à découvrir qui c'est. Mais je ne sais pas comment.
Vous observez, écoutez et rapportez. C'est pourquoi votre salaire sera temporairement doublé. 240 € par jour, au lieu de 120. La somme était trop tentante pour quelqu'un dans sa situation financière. Mais Maria savait qu'elle était manipulée, transformée en une pièce dans le jeu de pouvoir des Dupont. Et si je ne découvre rien? Alors au moins, nous saurons que ce n'est pas vous qui avez fuité les informations. Henri sourit froidement. Considérez cela comme une opportunité de prouver votre innocence. Maria accepta, sachant qu'elle n'avait pas le choix. Mais tout en feignant la gratitude pour la proposition, son esprit travaillait déjà sur une stratégie complètement différente. Si les Dupont voulaient la transformer en espionne, elle utiliserait cette position pour découvrir la vérité complète sur la disparition de Lucas. Cette nuit-là, dans son appartement, elle organisa tout ce qu'elle savait jusqu'à présent. Les photos des recherches sur la tablette, les lettres interceptées de Caroline, les conversations auxquelles elle avait assisté. Le tableau qui émergeait était celui d'une famille prête à tout pour garder le contrôle sur Lucas, même si cela signifiait le séparer de la mère qui l'aimait. Mais il manquait une pièce fondamentale du puzzle. Qui avait réellement aidé Lucas? Gérard était le suspect, évident, mais et s'il y avait quelqu'un d'autre impliqué? Quelqu'un que les Dupont ne soupçonneraient jamais? Et surtout, Lucas était-il vraiment en sécurité? Ou sa tentative courageuse de retrouver sa mère avait-elle mis l'enfant en danger encore plus grand? Maria savait que maintenant, plus que jamais, elle devait trouver ses réponses. Non seulement pour protéger son emploi, mais pour protéger un garçon de 7 ans qui voulait simplement retrouver la mère qui n'avait jamais cessé de l'aimer. Le jeu avait changé, et elle était déterminée à le gagner. Juin arriva avec les premiers jours vraiment froids de l'hiver parisien, et avec lui, une découverte qui changerait complètement le cours des enquêtes. Maria avait passé 2 semaines à jouer son rôle d'espionne pour les Dupont, rapportant des conversations banales et des comportements normaux des employés, tout en menant secrètement sa propre enquête. C'est durant une matinée particulièrement froide, alors qu'elle organisait le garde-manger de la cuisine, qu'elle fit la découverte, le moment le plus choquant de sa vie. Elle déplaçait des étagères lourdes pour nettoyer derrière elle lorsqu'elle remarqua quelque chose d'étrange sur le mur du fond. Une des planches de bois semblait légèrement désalignée, comme si elle avait été déplacée récemment. « Quelle chose étrange !» murmura-t-elle pour elle-même, passant ses doigts sur le bois. En appuyant légèrement, la planche céda, révélant une porte camouflée. De l'autre côté, un escalier en métal descendait vers ce qui semblait être un sous-sol. Maria sentit son cœur s'emballer. En tous les mois passés à travailler ici, elle n'avait jamais su l'existence de cet espace. Jetant un coup d'œil rapide autour d'elle pour s'assurer qu'elle était seule, elle prit une lampe de poche de la cuisine et descendit les marches prudemment. Ce qu'elle trouva la laissa sans voix. C'était un abri souterrain, clairement construit des décennies auparavant, probablement dans les années 1950, durant les craintes de la guerre froide. L'espace était étonnamment vaste et bien ventilé, d'environ 20 mètres carrés. Il y avait des étagères avec des fournitures anciennes, quelques meubles recouverts de draps, et dans le coin le plus éloigné, quelque chose fit trébucher Maria. Un matelas improvisé avec des couvertures, des assiettes en plastique avec des restes de nourriture, et des dessins d'enfants éparpillés sur le sol. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, s'agenouillant pour examiner les dessins. Ils étaient définitivement faits par Lucas. Elle reconnaissait son style et son obsession pour dessiner des plans de maison. Mais ceux-ci étaient différents. Ils représentaient l'abri lui-même, avec des détails précis des escaliers, de l'entrée secrète, et même un système de signaux qui semblait indiquer quand il était sûr de monter ou descendre. Dans un des coins, elle trouva l'album de coloriage pour enfants disparus de la bibliothèque. Ces pages étaient marquées de cercles rouges autour des hôpitaux du sud de Paris. Et, collée à la couverture arrière, une petite photo fanée. Une jeune femme aux cheveux bruns tenant un bébé. C'était Caroline avec Lucas nouveau-né. « Il a été ici », dit Maria à l'espace vide, sa voix résonnant sur les murs en béton. « Lucas s'est caché ici pendant des semaines.
Mais cela soulevait des questions encore plus complexes. Comment un enfant de 7 ans avait-il découvert l'existence de cet abri? Et plus important, qui savait qu'il était là? Maria photographia tout avec son téléphone, documentant chaque détail. C'est alors qu'elle entendit des pas dans la cuisine au-dessus. Rapidement, elle remonta les escaliers et ferma le passage secret, retournant à son travail d'organisation des étagères comme si de rien n'était. « Maria ?» C'était la voix de Claude. « Vous êtes là ?»« Je suis ici, monsieur Claude. Je ne fais que ranger le garde-manger. » Le jardinier s'approcha, mais il y avait quelque chose de différent dans son expression. Il semblait nerveux, regardant constamment par-dessus son épaule. « Madame Maria, j'ai besoin de vous parler. C'est important. »« Vous pouvez parler. Pas ici. Après le déjeuner, retrouvez-moi dans le garage à outils. Et ne le dites à personne, s'il vous plaît. » Le mystère s'approfondissait. Maria passa le reste de la matinée en état d'alerte maximale, son esprit travaillant intensément pour relier les nouvelles découvertes. Lucas s'était caché dans l'abri souterrain, mais pas seul. Quelqu'un savait où il était, quelqu'un l'avait nourri, quelqu'un l'avait aidé à planifier les prochaines étapes. Pendant le déjeuner, elle observa discrètement le comportement de tous dans la maison. François restait abattu, buvant plus qu'il ne le fallait. Camille était obsédée par son image sur les réseaux sociaux, postant constamment sur des moments difficiles et la force en famille. Henri, qui était revenu de la ferme, circulait dans la maison comme un général inspectant ses troupes, se méfiant de tout le monde. À 2 heures de l'après-midi, Maria se dirigea vers le garage à outils situé à l'arrière de la propriété. Claude l'attendait, ses mains sales de terre tremblant visiblement. « Madame Maria !» commença-t-il sans détour, « je sais que vous enquêtez sur ce qui est arrivé à Lucas. » Cette affirmation l'a pris au dépourvu. « Comment ça, monsieur Claude ? Je vous ai vu prendre des photos des lettres dans la bibliothèque. J'ai vu quand vous avez examiné la terre rouge dans la zone de service. Vous n'êtes pas qu'une femme de ménage, n'est-ce pas ?» Maria évalua rapidement la situation. Claude pouvait être un allié ou une menace. Elle décida de parier sur l'honnêteté. « Je le suis, monsieur Claude, juste une femme de ménage qui se soucie d'un enfant disparu. » « Alors, vous devez connaître la vérité. » Claude regarda encore une fois autour de lui avant de continuer. « Je sais où se trouve Lucas. » Le monde s'arrêta autour de Maria. « Comment ça ? Il n'a pas été enlevé, Madame Maria, et il n'est pas non plus parti tout seul. » Claude prit une profonde inspiration. Il y a quelqu'un dans cette maison qui connaît l'emplacement de l'ancien abri dans le sous-sol depuis longtemps. Quelqu'un qui savait que le garçon avait découvert comment y arriver. Qui ? La personne la moins suspecte de toutes. Quelqu'un qui est ici depuis des années, qui connaît chaque recoin de cette maison, et qui avait des raisons très personnelles d'aider Lucas. Monsieur Claude, par pitié, dites-moi qui c'est. Je ne peux pas dire le nom ici, mais je peux vous dire où se trouve Lucas maintenant. Il s'approcha, baissant la voix pour un murmure. Il n'est plus dans l'abri. Il a été emmené dans un endroit sûr. Il y a 3 semaines. Un endroit où il peut rester près de sa mère sans être retrouvé par la famille. Maria sentit ses jambes s'affaisser. Il est avec Caroline ? Près d'elle, très près. Et il est en sécurité, Madame Maria. Il est pris en charge et protégé. Mais pourquoi ne le dites-vous pas à la police, à la famille ? Claude rit amèrement. Parce que vous ne comprenez pas qui sont vraiment les Dupont. Ils ne veulent pas que Lucas revienne pour le protéger. Ils le veulent pour le contrôler. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que, s'ils découvrent où il est, ils feront tout pour s'assurer que Caroline ne s'approche jamais de lui. Ils utiliseront tout leur pouvoir, tout leur argent, tous leurs avocats pour détruire toute chance que la vraie mère récupère son fils. Maria absorba les mots comme des coups au ventre. Et qui l'aide ? J'ai besoin de savoir. Vous allez découvrir beaucoup de choses très bientôt, parce que cette personne a décidé qu'il était temps d'agir. Après des mois de planification,
Après avoir veillé à ce que tout soit en sécurité, il est temps de réunir mère et fils, définitivement. Quand? Dimanche prochain, pendant la fête de Saint-Antoine, à la place des Ternes. Claude sourit pour la première fois depuis des semaines. Ce sera une réunion que personne n'oubliera. Avant que Maria puisse poser d'autres questions, ils entendirent la voix d'Henri appelant Claude depuis la maison. Le jardinier s'éloigna rapidement, la laissant seule avec plus de questions que de réponses. Mais une chose était claire, Lucas était vivant, en sécurité, et s'apprêtait à retrouver la mère qui n'avait jamais cessé de le chercher. La question qui demeurait était de savoir si Maria aurait le courage de choisir un camp dans cette guerre familiale qui était sur le point d'éclater. Et surtout, était-elle prête à découvrir l'identité de la personne qui avait risqué tout pour ramener un enfant dans les bras de la mère qui l'aimait? Le dimanche de la fête de Saint-Antoine se leva sous un ciel gris typique de l'hiver parisien, mais il y avait une énergie palpable dans l'air que Maria pouvait sentir depuis le moment où elle s'était réveillée. C'était le 13 juin, et elle savait que ce serait le jour où tous les secrets viendraient enfin à la lumière. La place des Ternes, au cœur de Montmartre, était préparée depuis tôt le matin pour la fête traditionnelle. Des stands de nourriture typiques se dispersaient dans la zone, avec l'arôme de maïs bouilli, de vin chaud et de beignets se mêlant à l'odeur de pluie qui menaçait de tomber. Des banderoles colorées flottaient entre les arbres, et le son des accordéons et des violonistes créait l'atmosphère parfaite pour une réunion qui changerait des vies pour toujours. Maria arriva au manoir des Dupont à 8 heures du matin, comme toujours, mais cette fois, elle portait dans son cœur la tension de celle qui sait qu'elle est sur le point d'assister à quelque chose d'historique. La famille semblait étrangement calme. François était parti tôt pour une réunion avec des avocats, Camille était concentrée sur ses publications sur les réseaux sociaux, et Henri restait enfermé dans son bureau, passant des appels mystérieux. C'est alors qu'elle nettoyait le salon qu'elle entendit une conversation qui la fit arrêter de respirer. Camille était au téléphone, marchant nerveusement dans la pièce, sans se rendre compte que Maria était là. « Oui, je comprends que cela doit rester discret », disait Camille à voix basse. « Mais es-tu sûr que c'est aujourd'hui? À la fête de la place !» Maria se cacha derrière une étagère haute, le cœur battant. « Non, je ne serai pas là. Ce serait trop suspect. Mais es-tu sûr qu'elle va apparaître ?» Camille fit une pause, écoutant la réponse. Et le garçon, il va vraiment bien. Une autre longue pause. Je sais que c'était risqué de le cacher tout ce temps, mais nous n'avions pas le choix. Henri ne le permettrait jamais. La voix de Camille se brisa. Tu as fait ce qu'il fallait. Lucas mérite d'être avec sa vraie mère. Maria sentit le monde. Elle tournait autour d'elle. Camille, la belle-mère apparemment froide et intéressée, était impliquée dans le plan pour réunir Lucas avec Caroline. Juste, fais attention. Si Henri découvre que c'est moi qui... La conversation fut interrompue par l'arrivée d'Henri, qui entra dans la pièce avec sa canne frappant le sol en marbre. Camille raccrocha rapidement, feignant la naturelle. « Avec qui parlais-tu » La question du patriarche était chargée de soupçons. « Ma conseillère en communication. Nous préparons une campagne de sensibilisation sur les enfants disparus. » Maria observait la scène de sa cachette, voyant Camille mentir avec une impressionnante aisance. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une peur sincère d'Henri qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. « Camille !» La voix du vieux homme était dangereusement basse. « J'espère que tu comprends l'importance de garder notre famille unie en ce moment difficile. » « Bien sûr, Henri. Toujours. Parce que si je découvre que quelqu'un, n'importe qui, a trahi notre confiance, les conséquences seront très sévères. » La menace flottait dans l'air comme un nuage lourd. Henri se retira, et Maria vit Camille s'asseoir lourdement sur le canapé, les mains tremblantes. 2 heures plus tard, Maria reçut un message texte sur son vieux portable. « Place des Ternes, 16 heures, près du stand de beignets. Viens seul. C. C pour Camille.
la confirmation dont elle avait besoin. Le reste de la journée passa au ralenti. Maria accomplit ses tâches mécaniquement, son esprit concentré sur la rencontre qui approchait. À 15h30, elle se dit au revoir normalement, comme si c'était juste un autre dimanche ordinaire. La place était pleine de familles profitant de la fête. Le son de la musique populaire française se mêlait aux cris des enfants jouant et au bruit des commerçants vendant leurs marchandises. Maria localisa le stand de beignets et attendit, observant chaque personne qui passait. À 16h05, elle vit une femme s'approcher lentement, cheveux bruns attachés en une simple queue de cheval, jeans délavés, baskets usées. C'était Caroline. Maria la reconnut immédiatement grâce aux photos qu'elle avait vues dans les lettres interceptées, bien qu'elle semblait plus âgée, marquée par les souffrances des dernières années. Caroline la regarda hésitante. « Tu es Maria ?»« Oui, et tu es Caroline. Camille a dit que tu connais la vérité sur ce qui s'est passé. » Avant que Maria puisse répondre, elle vit une petite silhouette courir entre les stands. Cheveux sombres, grands yeux curieux, et courant directement vers elle. C'était Lucas. « Maman !» Le cri de l'enfant trancha l'atmosphère de la fête comme un couteau aiguisé. Caroline s'agenouilla au sol, ouvrant les bras, et Lucas se jeta contre elle avec une force qui faillit la faire tomber. Mère et fils s'étreignirent au milieu de la place, pleurant, riant, murmurant des mots d'amour qui avaient été gardés pendant des années. « Mon fils, mon cher fils », répétait Caroline, couvrant le visage de Lucas de baisers. « Maman t'aime tant, tant. Je savais que tu ne m'avais pas abandonné, » dit Lucas entre deux sanglots. « J'ai lu tes lettres. Je savais que tu me cherchais. » Maria observait la scène, les larmes aux yeux, mais une partie d'elle restait en alerte. Où était Camille? Comment Lucas avait-il réussi à arriver ici? Ce fut alors qu'elle la vit. Camille sortait de derrière l'un des stands, mais elle n'était pas seule. Claude l'accompagnait et dans ses bras une petite valise contenant des vêtements et les affaires de Lucas. « Madame Dupuis ?» Claude s'approcha. « Vous devez voir ça. Vous devez comprendre que tout n'est pas comme il semble chez les Dupont. » Camille s'agenouilla à côté de Caroline et Lucas, ses mains touchant délicatement les cheveux du garçon. « Salut Lucas, comment vas-tu mon chéri ?»« Tante Camille !» Lucas se tourna vers elle avec un sourire radieux. « Tu as réussi, tu as amené ma maman. » La vérité s'était enfin révélée dans son intégralité. Camille n'était pas la belle-mère froide et calculatrice que tout le monde imaginait. Elle était la protectrice secrète de Lucas, celle qui avait découvert la vérité sur la séparation forcée entre mère et fils, et qui avait risqué tout pour la corriger. « Pourquoi ?» demanda Maria, regardant directement dans les yeux de Camille. « Parce que, » répondit Camille d'une voix tremblante, « j'ai aussi été séparée de ma mère quand j'étais enfant. Je sais ce que c'est de grandir en sentant qu'il manque une partie de soi. » Elle regarda Lucas et Caroline, toujours enlacés. « Et parce que j'ai découvert les lettres que Henri interceptait. J'ai découvert comment il a fait chanter Caroline. J'ai découvert la malice qui se cachait derrière toute cette histoire de protéger le meilleur intérêt de l'enfant. » Maria absorba la révélation, comprenant enfin la complexité de la situation. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Que va-t-il se passer ?» Camille se leva, déterminée. « Maintenant, Caroline et Lucas vont avoir la chance qu'ils ont toujours méritée, loin de l'influence toxique des Dupont, loin des mensonges et des manipulations. » Mais même alors que la famille se réunissait au milieu de la fête de Saint-Antoine, Maria savait que la guerre ne faisait que commencer. Henri Dupont n'accepterait pas cette défaite passivement, et elle, en tant que seul témoin de tout ce qu'elle avait découvert, était sur le point de devenir un élément clé dans le face-à-face final qui approchait. Le lundi suivant, la fête de Saint-Antoine se leva comme le début d'une tempête qui balaya complètement la tranquillité apparente du manoir des Dupont. Maria arriva au travail pour trouver la maison en état de siège. Des agents de sécurité patrouillaient les jardins, des avocats entraient et sortaient avec des dossiers remplis de documents, et Henri lui-même arpentait les couloirs,
tel un général commandant une guerre. La découverte que Lucas avait rencontré Caroline sur la place ne tarda pas à parvenir aux oreilles du patriarche. Les caméras de sécurité de la région, des détectives privés et le propre réseau de contacts influents d'Henri identifièrent rapidement ce qui s'était passé. Et la fureur du vieil homme de 85 ans était quelque chose de terrible à voir. Comment ose-t-elle? La voix d'Henri résonnait dans le bureau tandis qu'il parlait au téléphone avec ses avocats. 4 ans, sans donner de nouvelles, et maintenant elle apparaît pour kidnapper mon arrière-petit-fils? Maria nettoyait discrètement le couloir, près du bureau, captant chaque mot de la conversation unilatérale. Peu importe le coût, je veux qu'ils intentent une action en enlèvement international si nécessaire. Je veux Caroline Santos arrêtée pour soustraction d'incapables, et je veux savoir exactement qui l'a aidée. La menace planait dans l'air comme un nuage toxique. Maria savait qu'elle était dans le viseur. Des soupçons, mais elle n'était pas la seule. Henri se méfiait de tout le monde, employés, famille, même de son propre fils François. C'est à ce moment tendu qu'elle vit François descendre les escaliers, complètement différent de l'homme abattu qu'il avait été ces dernières semaines. Ses yeux brillaient d'une détermination qu'elle n'avait pas vue depuis les premiers jours après la disparition. « Père !» François entra dans le bureau sans frapper à la porte. « Nous devons parler. »« Pas maintenant, François. Je suis occupé à réparer les dégâts que... » Non. La fermeté dans la voix de son fils interrompit Henri. « Maintenant, père, et il vaut mieux que vous vous asseyiez, car nous avons beaucoup à éclaircir. » Maria s'approcha davantage de la porte, feignant de nettoyer un tableau au mur. « Père, je sais que c'est vous qui avez intercepté les lettres de Caroline. » Le silence qui suivit fut assourdissant. « Je sais que vous avez menacé de la poursuivre, que vous lui avez offert de l'argent pour s'éloigner, que vous avez utilisé nos avocats pour l'intimider. » La voix de François montait en volume à chaque mot. « Et je sais que vous avez fait tout cela dans mon dos, me faisant croire que Caroline avait abandonné Lucas de son plein gré. François, tu ne comprends pas les complexités. »« Non, père, c'est vous qui ne comprenez pas. » François explosa. « Lucas est mon fils. C'était ma décision de savoir si Caroline pouvait ou non faire partie de sa vie. Cette femme n'avait pas les moyens de... » Cette femme était infirmière, elle travaillait honnêtement, elle aimait notre fils plus que tout au monde. François frappa le poing sur la table. « Et vous avez détruit notre famille avec vos manipulations. » Maria avait du mal à croire ce qu'elle entendait. François avait enfin découvert la vérité complète sur la séparation. « Et il y a plus, » continua François, sa voix maintenant plus contrôlée, mais toujours chargée de colère. « J'ai engagé des détectives privés. J'ai découvert que Caroline travaille à l'hôpital municipal de la Villette depuis 3 ans. J'ai découvert qu'elle a tenté de nous contacter des dizaines de fois. Et j'ai découvert que toutes ces tentatives ont été bloquées par vous. Comment tu... Les lettres étaient dans votre coffre-fort, père. Toutes. Des années de lettres que Caroline a écrites à Lucas, essayant d'expliquer qu'elle ne l'avait pas abandonné. » François sortit une enveloppe de sa poche, y compris celle-ci qui est arrivée la semaine dernière. Henri pâlit en voyant la lettre. « François, tu dois comprendre que je protégeais... » « Protéger quoi? Votre fierté? Votre image de patriarche contrôlant ?» François se leva, marchant vers son père. « Vous avez séparé un garçon de 7 ans de sa mère parce que vous ne pouviez pas accepter qu'elle ne faisait pas partie de notre classe sociale. Elle voulait notre argent? Elle n'a jamais demandé un centime. Elle n'a même pas accepté la pension que j'ai proposée. » François cria. « Vous avez créé cette fantaisie dans votre tête pour justifier l'injustifiable. » La discussion fut interrompue par l'arrivée de Camille, qui entra dans le bureau d'un pas déterminé. Mais il y avait quelque chose de différent chez elle. La posture soumise avait cédé la place à une dignité féroce. « Henri, dit-elle, je suis simplement venu dire au revoir. » Le patriarche se tourna vers elle, les yeux étincelants de colère. « C'est toi qui as aidé cette femme. C'est moi qui ai aidé une mère à retrouver son fils, » corrigea calmement Camille. « C'est moi qui ai corrigé une injustice qui durait depuis des années. Tu as trahi notre famille. J'ai sauvé un enfant, »
rétorqua Camille. Lucas était en train de dépérir ici, Henri, sans sourire, sans jouer, toujours en demandant sa mère. Vous détruisiez l'âme d'un enfant pour nourrir l'ego d'un vieil homme. L'accusation frappa Henri comme une gifle. Il se leva en s'appuyant sur sa canne, tremblant de rage. « Tu ne sais rien. Cette famille a un nom, une tradition. »« Cette famille a des secrets pourris, » l'interrompit Camille. « Et je ne veux plus en faire partie. » C'est à ce moment-là que Maria entendit des pas se rapprocher rapidement dans le couloir. C'était Claude, courant vers le bureau. « Monsieur François! Monsieur François !» Le jardinier arriva essoufflé. « La police! Ils sont ici avec un mandat d'arrêt. » À travers la fenêtre, Maria vit 3 voitures de police stationnées à l'entrée. Le commissaire Santos descendait de l'une d'elles, accompagné de plusieurs enquêteurs. « Mandat d'arrêt pour qui ?» demanda François. « Pour votre Henri, » répondit Claude, essayant encore de reprendre son souffle. « Et pour vous aussi, monsieur François. Quelque chose concernant la dissimulation de mineurs et l'obstruction à la justice. » Le monde s'arrêta un instant. Henri s'appuya lourdement sur la table, son visage perdant. « Toute couleur. Comment il » murmura-t-il. « Caroline a déposé une plainte, » expliqua calmement Camille, « avec toutes les lettres interceptées, avec toutes les menaces que vous avez faites, avec toutes les preuves des chantages. Et j'ai été témoin de tout. » La sonnette retentit, suivie de coups fermes à la porte. La voix du commissaire Santos résonna dans la maison. « Police, nous avons des mandats de perquisition et d'arrêt à exécuter. » Maria s'éloigna rapidement de la porte du bureau, mais pas avant de voir l'expression de défaite complète sur le visage d'Henri Dupont. Le patriarche qui avait contrôlé des vies et des destins pendant des décennies faisait enfin face aux conséquences de ses actes. Alors que la police entrait dans le manoir, Maria sut que sa propre vie était également sur le point de changer pour toujours. Elle était témoin de tout, avait des preuves, connaissait des secrets qui pourraient te condamner ou absoudre. Et quelque part dans le sud de Paris, Lucas dormait enfin dans les bras de sa mère, qui n'avait jamais cessé de le chercher, sans savoir que la guerre pour son avenir ne faisait que commencer. La tempête était arrivée, et personne ne sortirait indemne. 3 mois après la tempête qui avait secoué les Dupont, Maria Dupuis marchait dans les rues tranquilles de la Courneuve par une matinée ensoleillée de septembre. L'hiver avait cédé la place au printemps, et avec lui, une sensation de renouveau flottait dans l'air. Dans ses mains, elle portait un gâteau au chocolat fait maison, recette de sa grand-mère du Pioui, soigneusement enveloppée dans un torchon brodé. L'école communautaire Sainte-Thérèse occupait un ancien immeuble rénové, avec des murs colorés peints par les enfants eux-mêmes, et une petite cour où des jouets simples partageaient l'espace avec des pots de plantes, soigneusement et cultivées. C'est là que Maria travaillait maintenant, comme aide de nettoyage et gardienne, dans un environnement qui la faisait se sentir véritablement utile pour la première fois depuis des décennies. « Tante Maria ?» La voix joyeuse de Lucas résonna dans la cour lorsqu'il la vit arriver. Le garçon courait dans sa direction avec un sourire radieux qui contrastait complètement avec l'enfant triste et renfermé qu'elle avait connu dans le manoir des Dupont. « Salut, mon chéri !» Maria s'agenouilla pour recevoir l'étreinte enthousiaste. « Comment tu vas aujourd'hui ?»« Je vais très bien. Maman a dit que tu allais apporter du gâteau. » Les yeux de Lucas brillaient d'attente, et j'en ai apporté, un gâteau au chocolat exactement comme celui que je faisais pour mes enfants quand ils étaient petits. Caroline s'approcha, essuyant ses mains sur son tablier. À 32 ans, elle avait retrouvé l'éclat dans ses yeux que les années de séparation avaient effacé. Elle travaillait à mi-temps à l'hôpital, et à mi-temps comme infirmière de l'école, une solution qui lui permettait de rester près de Lucas, tout en contribuant à la communauté. « Maria, tu n'avais pas besoin... » Caroline sourit, mais ses yeux exprimaient une profonde gratitude que les mots ne pouvaient pas traduire. « Bien sûr que j'en avais besoin. Aujourd'hui est un jour spécial. » C'était vrai.
Le 15 septembre marquait exactement 3 mois depuis que la vérité avait éclaté complètement. 3 mois depuis que le scandale des Dupont avait occupé les premières pages des journaux de Paris, révélant non seulement le cas de Lucas, mais tout un réseau de manipulation et d'abus de pouvoir qui s'étendait sur des décennies. Henri Dupont avait été condamné pour soustraction d'incapables, faux et usage de faux et obstruction à la justice. À 85 ans, il purguait une peine de détention à domicile, confiné dans son propre empire immobilier qui était maintenant sous enquête pour des irrégularités fiscales. François, après un long procès, avait été acquitté des accusations les plus graves, mais faisait face à une bataille judiciaire pour la garde partagée de Lucas avec Caroline. Camille avait divorcé et déménagé à la campagne, où elle avait ouvert une ONG pour réunir des enfants avec leur famille biologique. Gérard continuait de travailler comme chauffeur, mais maintenant pour une famille qui le respectait. Et Claude était devenu un héros silencieux, dont le courage à témoigner contre ses employeurs avait aidé à garantir que justice soit faite. « Tante Maria », Lucas tira sa main, « veux-tu voir le dessin que j'ai fait pour toi ?»« Bien sûr que je veux !» Lucas la conduisit jusqu'à une petite table où était étalé un dessin fait avec des crayons de couleur. Ce n'était plus un plan de maison avec des chemins de fuite, c'était un dessin d'une famille. Une femme en tablier, Caroline, un enfant souriant, lui-même, et une dame aux cheveux gris avec un chiffon de nettoyage à la main, Maria. « C'est nous tous », expliqua Lucas avec fierté. « Toi, moi et maman, notre famille choisie. » Maria sentit ses yeux s'humidifier. Famille choisie était une expression que Lucas avait apprise avec une psychologue qui l'accompagnait. Une façon de comprendre que l'amour ne dépendait pas seulement de liens du sang, mais de soins, de protection et d'affection sincère. « C'est le plus beau dessin que j'ai jamais vu de ma vie, » dit Maria, en embrassant le front de l'enfant. À ce moment-là, la directrice de l'école, Madame Rosangela, s'approcha du groupe. « Maria, il y a un appel pour vous à la secrétariat. Ils disent que c'est important. » Avec le cœur serré, les appels importants apportaient rarement de bonnes nouvelles pour des personnes dans sa situation. Maria se dirigea vers le téléphone de l'école. « Allô? Maria Dupuis ?» La voix de l'autre côté était formelle, mais gentille. « C'est moi. Je suis de la défense publique. Mon nom est Dr Robson Silva. Madame, l'appel concernant le dossier des Dupont ?» Maria tenait fermement le téléphone. « Oui. Le tribunal a rendu sa décision sur la garde définitive de Lucas. Caroline Dupuis a obtenu la garde complète et François Dupont aura droit à des visites supervisées tous les 15 jours. » Le soulagement qui envahit Maria fut si intense qu'elle dut s'appuyer sur la table. « Et il n'y a pas de possibilité d'appel ?» L'avocat d'Henri Dupont a essayé, mais le juge a été catégorique. Les preuves de manipulation psychologique et de séparation forcée ont été jugées trop graves. Lucas reste avec sa mère biologique. Docteur, merci beaucoup de m'avoir prévenu. En fait, Madame Maria, je vous appelle aussi pour vous remercier. Votre témoignage a été fondamental pour que cette décision soit prise. Vous avez sauvé une famille. Après avoir raccroché, Maria resta quelques instants en silence, absorbant l'ampleur de la nouvelle. Quand elle retourna dans la cour, Caroline et Lucas l'attendaient avec impatience. « Qu'est-ce qu'il y a, tante Maria ?» demanda Lucas, remarquant son expression émue. « C'était une très bonne nouvelle, mon cher, très bonne même. » Caroline comprit immédiatement par le regard de Maria. Ses mains volèrent pour couvrir sa bouche, les yeux se remplissant de larmes. « C'est définitif, » murmura-t-elle. « C'est définitif. » Mère et fils s'étreignirent à nouveau. Mais c'était différent. Ce n'était plus l'étreinte désespérée de ceux qui craignaient d'être séparés à nouveau. C'était l'étreinte sereine de ceux qui savaient qu'ils ne seraient plus jamais éloignés. Plus tard dans la journée, lors de la fête, improvisée qui envahit l'école, Maria observait Lucas courir dans la cour avec d'autres enfants, enfin libre d'être simplement un enfant de 8 ans.
Elle pensait à combien la vie avait changé pour tous depuis ce dimanche de mars où l'enfant avait disparu. Caroline s'approcha tenant 2 tasses de café. « Maria, je ne pourrai jamais te remercier assez pour tout ce que tu as fait. »« Tu n'as pas besoin de me remercier, Caroline. N'importe quelle mère aurait fait de même. »« Ce n'est pas vrai, et tu le sais. » Caroline prit une gorgée de café. « Tu as risqué ton emploi, ta sécurité, ta vie financière pour aider 2 personnes que tu connaissais à peine. » Maria sourit, observant Lucas essayer d'apprendre à d'autres enfants à jouer au football. « Tu sais, Caroline, quand j'étais petite, ma grand-mère disait toujours qu'on naît 2 fois dans la vie. La première fois quand on sort du ventre de sa mère, et la deuxième fois quand on découvre pourquoi on est venu au monde. » Et tu as découvert ? J'ai découvert. Je suis venu pour réunir des familles qui ont été injustement séparées. Je suis venu pour donner une voix à ceux qui n'ont pas de voix. Je suis venu pour prouver qu'une femme de ménage du sertão peut changer le destin de personnes puissantes quand la justice est de son côté. À ce moment-là, Lucas courut vers elle, essoufflé et souriant. « Tante Maria, demain c'est mon anniversaire. J'aurai 8 ans. Maman a dit que je peux t'inviter à la fête. » « Bien sûr que je viendrai, mon cher. Je ne manquerai ça pour rien au monde. »« Et tu sais ce que je vais demander quand je soufflerai les bougies ?»« Quoi ?» Lucas regarda Caroline, puis Maria, et finit par dire « Je vais demander que notre famille choisie reste ensemble pour toujours. » Alors que le soleil se couchait sur la Courneuve, peignant le ciel de teintes dorées et rosées, Maria Dupuis sut que son vœu avait déjà été exaucé, non par la magie des bougies d'anniversaire, mais par le courage de personnes ordinaires qui avaient choisi de faire ce qui était juste au bon moment. La femme de ménage qui venait du sertão pour travailler dans les maisons des riches de Paris avait découvert que sa véritable richesse ne résidait pas dans les salaires qu'elle recevait, mais dans sa capacité à voir les injustices et à avoir le courage de les combattre. Et Lucas dormait enfin paisiblement chaque nuit, sachant que lorsqu'il se réveillerait, il trouverait le visage aimant de Caroline à ses côtés et les mains affectueuses de Maria prenant soin de tous. L'histoire, qui avait commencé par une disparition mystérieuse, se terminait par la preuve que le véritable amour trouve toujours un chemin de retour à la maison.